Yo, c'est Benny B et vous regardez ClickTok. Let's go. Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. You walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Hey. Si je te dis qui l'accompagne? Moi, Benny B. Abdelhamid. Abdelhamid Gerbaoui Cléfi. T'es né en 68 à Molenbeek à Bruxelles. Ouais. En 82, tu découvres le hip-hop. Tout à fait, ouais. Avec un pote à toi qui s'appelle Perfect, si je dis pas de bêtises. Je le découvre d'abord seul, puisque je veux dire, c'est à travers mes frères, en fait. J'en ai pas beaucoup parlé, mais c'est vrai qu'à la base, moi, je suis issu d'une famille de 9 enfants, 6 garçons, 3 filles. Donc, je suis le plus petit des garçons. J'ai mes 5 grands frères. Et dans mes 5 grands frères, il y a 4 qui étaient déjà adolescents, préadolescents. Et qui, pour moi, c'était presque les Jackson, quoi. Ils avaient la coupe afro. Et soit ils travaillaient dans des clubs, soit ils sortaient. Et après, finalement, avec les premiers clips à la télévision, et ça a commencé avec les grands Master Flash pour le rap, Rapper's Delight. Et voilà, ça c'était le premier coup de foudre pour le rap. Aujourd'hui, on se voit parce que tu fais partie d'une tournée qui s'appelle Born in the 90s. Born in the 90s. On reconnaît un petit peu d'ailleurs la typo sur ton t-shirt, on va aussi en parler, qui remet à l'honneur des stars des années 90. Tout à fait. Parce qu'on peut le dire, tu es un des pionniers du hip-hop francophone. Alors, c'est un grand mot, hein, que beaucoup de gens ont des avis différents par rapport à ça. Je suis un des pionniers, puisque en dehors du côté visuel et du côté médiatique, j'étais parmi des gens qui dansaient, en tout cas à l'époque, que ce soit debout dans le breakdance. Et ensuite, effectivement, si on parle commercialement, c'est le premier titre qui a été diffusé dans les grandes ondes et qui a été diffusé à la télé. C'est le premier titre Vous êtes fous. Et donc, je suis le premier rappeur connu dans toutes les chaumières de France et de Belgique francophones, quoi. Bon, on va s'en parler justement parce que voilà, tu dis tu es dans la danse debout avec Perfect. Ouais. Vous rencontrez un breaker qui est aussi un excellent DJ. Tout à fait. Un des meilleurs au monde à cette époque-là, qui s'appelle Dédiqué. Tout à fait, c'est incroyable parce que c'est vrai qu'on était jeunes, il était déjà champion d'Europe de breakdance. Et après, il a été 9e au championnat du monde de DJing. Au DMC, ouais, tout à fait. Il était déjà aussi à cette époque-là dans les 10 premiers des championnats du monde de DMC. Il partait aux États-Unis. Donc c'est vraiment des bases qui sont indiscutables aujourd'hui, quoi. En 89, vous répondez à un casting d'une radio et vous rencontrez des producteurs qui vous aident à faire un morceau, faire un album même. Ils prennent l'influence de la musique hip-hop, ils ajoutent des structures de pop, ils changent les sonorités rap par des sonorités de dance, de techno, ils rajoutent des gimmicks et on a un succès immédiat avec un morceau qui est un raz-de-marée que tu as mentionné, c'est « Mais vous êtes fous » et on va regarder un extrait tout de suite. Mais vous êtes fous, oh oui, mais vous êtes fous. Mais vous êtes fous, oh oui, mais vous êtes fous. Mais vous êtes fous, oh oui, mais vous êtes fous. Mais vous êtes fous, oh oui, mais vous êtes fous. Alors je répète, ce qu'on vient de voir, c'était en 1989, Ouais. 30 ans aujourd'hui. 30 ans. Et à l'époque, c'est les radios et les clubs qui rentrent d'abord ce morceau. Il n'y avait pas de morceau de rap français grand public à ce moment-là. Ça commence à prendre en radio et en club. Vous faites de la promo. Et un jour, vous êtes invité chez Jacques Martin. Tout à fait. Moi, je pense, je le vois en tant que Belge, en Belgique, je pense que Jacques Martin, il aurait pu être président. C'était un des présentateurs les plus importants, les plus imposants de l'époque de la télévision française. Il monopolisait à lui tout seul, toute une journée, une seule chaîne. Il avait, sur France 2. Ouais, sur France 2, il avait d'abord Le Monde est à vous, incroyable mais vrai, Le Monde est à vous, et puis après, il avait l'école des fans. Donc, 24 heures sur 24, tu avais un dimanche Jacques Martin. Donc, un mec comme ça qui monopolise une chaîne, s'il n'est pas président, je ne sais pas qui il est, quoi. Mais là, c'est la première fois qu'une émission ultra familiale, où d'habitude on voit des chanteurs de variété ou de rock, venait. Et là, vous avez breaké, vous avez rappé, et qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, il y a eu deux choses. Déjà, ils étaient étonnés de voir autant de jeunes venir à l'émission, parce qu'ils n'avaient pas de jeunes à l'époque, c'était que les parents qui venaient voir des chanteurs, des chanteurs de la chanson française. Donc, ce n'était pas une émission de télé qui avait un public jeune. Là, ils se sont rendus compte que
à l'enregistrement et au live, il y avait beaucoup de jeunes. Et ensuite, il y a eu cette déferlance d'énergie qui, quand on était sur scène, on est arrivé, il n'y avait pas de règles, c'était pas « Ah, tu dois suivre la caméra 1, la caméra 2 ». On est arrivé, Daddy, il a tué en coupole, il a tué sur la tête. On a fait nos chorégraphies à la Big Daddy Kane, on a fait des saltos, on a fait des trucs, on a mis le scratch, il y avait tous les ingrédients. De la culture hip-hop, parce qu'à l'époque, voilà. Aujourd'hui on parle beaucoup de rap, mais vous étiez un groupe hip-hop, c'est-à-dire qu'il y avait un MC, il y avait un DJ qui scratchait, tout le monde dansait, il y avait un danseur qui était dédié, et vous aviez aussi du graffiti sur vos fringues. Alors, et là, Jacques Martin pète les plombs. Il s'est mis par terre et il a essayé de tourner. Donc les gens ils se sont dit, Jacques Martin avec son costume s'est mis par terre, même son bras droit, même tous les techniciens. Donc voilà, là c'était le premier buzz. Il fait ça, du coup toutes les télés se demandent quel est le groupe qui a mis Jacques Martin par terre, on les veut. Le lendemain on faisait toutes les télés, on faisait toutes les radios. Et ce qui s'est passé, c'est que Jacques Martin, je ne sais pas pourquoi, il s'est pris d'amour pour nous, vraiment, mais sincèrement. Et du coup, à chaque plateau de télé, il nous faisait un buzz naturel. Pour Qu'est-ce qu'on fait maintenant, il nous a offert un disque d'or en disant celui qu'on lui avait offert à lui, qu'il l'avait accroché chez lui dans ses bureaux. Dis-moi bébé, ça a été une des plus belles chansons d'amour qu'il avait entendues ces 10 dernières années. Et il y a eu l'école des fans, où là, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Jacques Martin se déshabille en public, où on voit sa bidoche, il est là, il danse comme un ouf, même qu'après après l'enregistrement, les gens sont venus nous dire mais qu'ils l'ont jamais vu comme ça. Et ce qui est incroyable, c'est que... Est-ce que c'était un b-boy, Jacques Martin, quelque part? Un b-boy? Alors, c'est marrant parce que tu as parlé de culture tout à l'heure. C'est vrai que par rapport à la différence aujourd'hui avec le rap, c'est vrai qu'avant, on suivait une culture. La culture, c'était que Benny B est né avec l'influence du rap américain. Donc moi, je faisais du rap en français. Et donc, un b-boy, c'était quoi? C'était un mec qui pouvait suivre tout ce mélange de culture qu'il y avait dans le hip-hop, c'est-à-dire la danse, le graffiti, le look, les vêtements, tout était important. C'est pour ça que quand on voit aujourd'hui dans la pochette, pour les historiens, entre guillemets, ceux qui sont passés pour des historiens du rap ou du hip-hop, ils verront qu'on avait tous les ingrédients tous les codes pour montrer de quelle époque on venait. Déjà, au niveau du titre, c'était Benny B featuring Dediqué. Ah, on va en parler de ça, t'inquiète pas. Et alors, il y avait alors, ce qui était très important aussi, c'était le look. Donc, on a imposé sur la pochette de Vous êtes fous, puisque les gens qui le savent, il y avait 2 pochettes. Il y avait la première où c'était simplement marqué Vous êtes fous, c'était pour les DJ. Et ensuite, on a imposé cette pochette où on avait les platines, on avait la basket qui était imposante et qui montrait la marque qu'on portait, les vêtements, la coupe, les trucs africains. On voulait vraiment montrer la culture entière, toute mélangée, mais sur une seule pochette. Et c'est ce qu'on a réussi à faire, et ensuite en télé, quoi. En tout, après ces émissions-là, vous vendez plus de 3 millions de disques. Vous êtes le premier disque d'or de l'histoire du rap français. Vous êtes le premier Olympia de l'histoire du rap français. Vous êtes le premier clip de rap français tourné aux États-Unis. Qu'est-ce que ça fait ? Ben, c'est une fierté, c'est une fierté. Alors, c'est une fierté, je veux dire, je ne vais pas non plus vivre avec ça jusqu'à la fin de ma vie. C'est juste qu'à un moment donné, il y a eu des discussions par rapport à ça. Mais aujourd'hui, il y a un retour à la vérité. Et c'est vrai qu'il y a un truc qu'on ne peut pas mentir. Après qu'on ait utilisé une musique entre guillemets commerciale, parce qu'il ne faut pas oublier que nous, on vient de Belgique et qu'on est entre la Hollande et l'Angleterre et que la techno et la dance étaient déjà arrivées chez nous. Et on a eu l'exemple avec Technotronic, Pop-Up The Jam, qui était un hit mondial. Donc on a eu l'intelligence, pour ne pas rester underground, d'utiliser ces mêmes sons pour pouvoir faire connaître le rap. On l'a fait. Au départ, c'était une fierté. Mais aujourd'hui, je vois qu'il y a un autre impact par rapport à ça. Et c'est ce qui me fait encore plus plaisir, juste pas le fait que ce soit le premier, mais je pense que le fait d'avoir été le premier à toucher toute une génération, ça me fait encore plus plaisir. On va regarder un autre morceau, c'est Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On va regarder un petit extrait de ce deuxième single qui a lui aussi été un énorme carton. Tu peux me montrer les bagues que tu as à ta main ? Alors, ouais, il y a les deux là. Il y a celle-ci qui vient de New York, Chinatown. C'était le premier bijou que je m'offrais, qui était le symbole pour moi de la réussite dans le rap et du hip-hop, puisque justement on s'initiait aux Américains. Et puis ensuite, il y a cette fameuse chaîne qui me suit partout, qui est là, pardon. Voilà. Et voilà. Mais c'est pas de la bourgeoisie. C'était juste parce qu'il faut que les gens comprennent que
c'était une façon pour moi de prouver que j'avais réussi. Donc voilà, ça faisait partie, c'est une espèce de bijou qui accompagne le rappeur, mais sans prétention en fait. C'est juste un symbole en fait. Parce qu'on ne l'a pas précisé, mais au moment où vous explosez, vous avez 21, 22 ans tous. Ouais. Et tu as dit avec le recul que ce succès-là, ça avait été très violent. Pourquoi ? Ouais, violent parce que je suis d'origine marocaine, d'un quartier populaire. Et qu'à cette époque-là, il n'y a que mon père qui travaille pour nourrir les 9 enfants. Ma mère est femme de ménage à la maison et elle fait tout son possible pour bien nous élever. Et du coup, moi, je viens d'une période où je mets 1 an à m'acheter une seule paire de pompes, et encore, ce n'est pas une marque. Et du jour au lendemain, je me retrouve à m'acheter 30 pompes en 2 secondes. Et la claque, ça a été les États-Unis, parce que c'est quand même le rêve américain, c'est le truc que tu vois à la télé. Et du jour au lendemain, tu sors de l'aéroport, tu vois ces buildings que tu as vus en télé, tu vois ces taxis jaunes. Et c'est violent parce que tu te rends pas compte. Tu n'étais pas prêt psychologiquement en fait, c'est ça que tu veux dire ? On le voulait aussi, il faut le savoir qu'on a imposé ça aussi, on a imposé de vouloir faire un clip aux États-Unis parce qu'on voulait, en fait, on voulait marquer le coup. C'est fou, c'est involontaire, mais je voulais prouver qu'on venait du hip-hop et que tout ce qu'on avait fait, c'était pour le hip-hop. Donc du coup... Justement, excuse-moi, je t'ai interrompu, mais j'ai l'impression qu'il y a eu un grand malentendu autour de Benny B. C'est que vous étiez vraiment des b-boys. La musique a été marketée un peu plus large, pour être plus commerciale. Et vous avez cartonné, mais vous avez toujours voulu rendre hommage à cette culture. Mais dès 1991, c'est-à-dire en plein milieu de ton succès, tu sais qu'on vous critique. Je vois que les critiques vous touchent, mais on sent aussi qu'il y a une forme d'amour pour la culture et d'envie de la partager. Ce public-là, on ne connaissait pas avant. Pourquoi ? Parce qu'on restait renfermés sur nous-mêmes. Quand tu vas dans des campagnes et que tu as des grands-mères de 90 ans et des petits gosses de 5 ans qui n'avaient jamais entendu parler du rap maintenant, ils sont KO. Tu vois, je veux dire, ça c'est bien. Je veux dire, on a permis à des gens de savoir c'était quoi alors qu'ils n'avaient jamais entendu parler de ça. Je voudrais vous remettre votre album d'or que vous venez de gagner. Et bien gagné. Tu les avais revues, ces images, récemment ? Oui, je les ai revues. Qu'est-ce que je parlais mal à l'époque. Je t'ai dit, alors, non, c'est 90 en fait. Et oui, c'est un discours. Tu sais, vous avez un terme que vous appréciez beaucoup, en tout cas dans le milieu hip-hop en France, c'est le mot authenticité. Et aujourd'hui, je suis la preuve vivante que j'ai jamais été autant authentique que depuis que j'ai commencé. J'ai toujours le même discours. Et on a retenu que la musique, en fait. Chez Benny B, on a retenu que la musique. On a effacé d'une main, on a balayé les textes. Et en fait, il faut savoir que je viens d'une famille d'origine maghrébine où il y a beaucoup de pudeur. Donc je ne pouvais pas commencer à utiliser des textes, des mots vulgaires et tout ça. Mais moi, par exemple, quand je me suis présenté, tu l'as parlé tout à l'heure, où je me suis présenté chez les producteurs, je me suis présenté avec l'instrumental de Public Enemy. Et quand je rappais mon texte, le refrain n'existait pas, je le rappais avec la rage, je le rappais vraiment avec la rage. Donc le seul truc qui a changé, c'est que comme on a changé la musique, j'étais un peu moins violent dans ma façon de rapper, mais les gens, ils ont retenu que le Vous êtes fou, la musique, et ils ont oublié tout le texte. Alors mais que tu parles des jeunes qui prennent en bas, tu parles des contrôles de police. Et le discours est toujours le même, c'était de faire connaître le rap et le hip-hop pour pouvoir ouvrir cette porte et de le faire connaître à tout le monde, parce qu'il y a une question qui revenait tout le temps chez les médias, qui nous disait, est-ce que vous ne pensez pas que c'est juste un phénomène de mode et que ça va s'arrêter ? Et nous, à l'époque, si on retrouve encore des interviews, on dirait non, là, on a ouvert une brèche et ça va passer. Alors effectivement, il y a toujours un contre-coup avec un côté plus underground qui arrive, qui est revendicateur, et c'est normal, c'est légitime, parce qu'on est un groupe belge, on arrive en France, on cartonne, et puis c'est un peu bon enfant. Donc il y a eu des groupes qui sont arrivés après, et tant mieux, parce que ça a fait du bien aussi au rap et tout. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une nouvelle génération, et c'est la génération Benny B, qui est là en force, et qui sont des artistes qui sont aujourd'hui les plus haut placés, et qui aujourd'hui revendiquent qu'ils écoutaient Benny B quand ils étaient jeunes. On va écouter un extrait d'un morceau qui est sorti en 2009, d'un rappeur qu'on aime beaucoup chez Click, et qui a été pour moi le moment déclencheur où il y a eu une réhabilitation de Benny B. À force de se bloquer dans des cases, on a menti. Il faut de tout pour faire un rap, le but étant de rester authentique. Je fais pas le gangster, ça c'est véridique. Ma génération a connu le rap français à travers Benny B. Ça fait quoi quand t'entends ça en 2009 ?
Alors là, ça fait plaisir, vraiment. Et après, tu te dis, à part le fait que je sois vraiment touché et vraiment honoré, c'est la preuve que j'ai touché une génération et que j'ai eu aussi raison de faire ce que j'ai fait. Parce que, voilà, ces gens-là, ils sont comme moi, ils ont des choses à dire, mais ils ont peut-être la même manière que moi de le dire, quoi. Au moment où vous êtes au summum de votre succès, il y a un phénomène dingue, c'est qu'à un moment, il y a une rumeur sur vous, il y a une rumeur sur votre mort. Alors, il y a des gens qui disent qu'il y a eu un accident de voiture, il y a des gens qui disent étouffé par des frites. Et qu'est-ce que c'est cette histoire? Tu peux nous la raconter? Alors oui, alors ce qui est incroyable, c'est qu'il y a aussi, à l'époque, là, déjà, un mec du métier, il m'avait dit à l'époque, écoute, Benny, t'inquiète pas, à partir du moment où il y a une rumeur sur toi, alors il me dit, il y a deux choses, c'est ou soit la rumeur ou soit la caricature. Ce sont deux choses qui font que quand ça t'arrive, c'est que t'es arrivé à un très haut niveau. Donc ça me faisait plaisir, mais la rumeur, en fait, elle nous a fait du mal parce que on a eu des problèmes de galas, de dates qui se sont annulées. Les gens ont vraiment cru qu'on était mort. Alors, on dit que ça vient d'une radio, on dit que ça vient d'un groupe concurrent. Et effectivement, les gens annonçaient qu'on était mort. Moi, là, je me souviens, la première fois, c'est ma sœur qui me téléphonait, j'étais en tournée. Et elle m'appelle, elle me dit, tout va bien. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, ouais, il y a une folle qui a téléphoné en pleurant, en disant que vous étiez mort. Et je dis, non, pas du tout. Et en fait, ça a continué. Donc, on avait des producteurs de tournées, de galas qui voulaient annuler les concerts. Donc, on a dû passer par la fête de la musique. C'est Bernard Montiel? Alors Bernard Montiel, ouais, c'est ça, Bernard Montiel, c'est ça. Okay, ouais. Ouais, Bernard Montiel aux fêtes de la musique en 92 au Trocadéro, qu'il avait annoncé à la télé en direct en disant voilà, c'est bien eux, c'est les vrais, ils sont pas morts, je vous assure. Et je vais encore voir la vidéo. Et donc on a dû le faire parce que ça nous avait dépassé. On arrivait dans des clubs où il y avait juste 100 personnes qui étaient devant l'entrée et qui disaient ah non, c'est pas eux, c'est des sosies. Et on se demandait ce qui se passait. Donc voilà, et puis des ruptures de contrat, plein de trucs comme ça, quoi. Des lettres de condoléances. Vous avez su d'où ça venait finalement ou pas? Ou jamais? Non, bon, après, voilà, il y a les deux seuls trucs que moi j'ai entendus, c'est que ça venait d'un groupe, pour pas les citer, et une radio. D'accord. Un groupe d'Île-de-France? Un groupe de Paris. Ok. Après tout ça, donc tu te distances de la musique et tu te reconvertis. Pendant 10 ans, tu travailles à l'aéroport de Bruxelles-Zaventem. Ouais. Au moment où on se sépare, il y a un retour à la normale. Le retour à la normale, c'est je me rends compte que je redécouvre ma famille, je redécouvre mes amis. Alors, il faut savoir aussi que pendant 3 ans, on a été le groupe qui avions le plus tourné. On faisait 3 dates par soir. C'était incroyable. C'était un truc de dingue. Donc, à un moment donné, on a saturé. Et j'ai trouvé, dans le retour et dans le calme, j'ai trouvé une sérénité et une sécurité. Donc, évidemment, il m'a fallu un temps de réadaptation. Donc, pendant quelques années, j'ai rien fait. J'ai vécu de mes rentes, je m'amusais, je sortais. Et un jour, j'avais compris que je voulais des enfants. Et je me suis dit, si je veux des enfants, je pouvais retourner sur scène, chanter pour des plus petites sommes, mais voilà, faire plein de dates et tout ça, parce qu'on me redemandait. Mais je ne voulais pas parce que je voulais des enfants et je savais que si je continuais, quelque chose me disait que j'allais jamais en avoir. Donc du coup, j'ai rencontré la mère de mes enfants. J'ai eu 2 magnifiques petits garçons que j'ai pu voir grandir à la maison. Il fallait évidemment à un moment donné travailler pour avoir une hygiène de vie. Donc j'ai décidé d'aller travailler. J'ai été d'abord chauffeur, puis j'ai été coordinateur, puis je suis devenu manager. Et, Manage une équipe de 40 personnes? Ouais, alors j'ai commencé chez Virgin Express comme coordinateur de driver. Et puis après, quand j'étais chez Brussels Airlines, qui est la grosse compagnie aérienne belge, pour ne citer que, donc là, je suis devenu manager et je manageais les 40 chauffeurs. Et en fait, je dispatchais un peu les drivers, les chauffeurs, pour aller chercher les équipages quand ils changeaient d'avion ou quand ils avaient fini, qu'ils rentraient chez eux. Donc j'avais un très très haut poste. Et voilà, j'avais aussi commencé le sport où j'ai fait 12 années d'arts martiaux de self-défense où j'ai eu la ceinture noire. Donc ça m'a permis de me rendre compte que je pouvais recommencer ailleurs et réussir. Donc voilà, c'était, je pense, une bonne chose que j'ai faite. C'était une bonne thérapie et ça m'a stabilisé aussi parce que je pense que pour certains artistes, ce qu'on a le plus besoin, c'est de la stabilité. Il ne faut pas oublier que moi, avant de faire Vous êtes fou, j'ai travaillé à l'usine. J'étais ouvrier dans une usine, chocolatier. Tu étais apprenti chocolatier, ouais. Ouais, j'étais dans le chocolat, j'étais à l'usine. J'ai trimé. Et j'ai trimé parce que mes parents avaient besoin de sous et je donnais la moitié de mon salaire à mes parents.
Donc, c'est pas, je suis pas venu de l'école et puis je suis été sur les bandes. Non, j'ai travaillé, quoi. Et ça a été pour moi tout à fait normal qu'après, vous êtes fous, j'aille travailler. Après, je comprends que ça a dû étonner des gens, mais j'avais le don pour pouvoir faire oublier aux personnes qui j'étais, quoi. Donc, à un moment donné, c'est bon, je passais comme Abdelhamid, le pote du boulot qui est très sympa. Et voilà, j'ai fait ce qu'il fallait. Cette année, on est en 2019. Et à quelques mois d'écart, il y a 2 films français, 2 films d'auteur, 2 films exceptionnels, qui sont sortis. Et les 2 font lourdement allusion à votre single « Mais vous êtes fous ». Le premier, c'est Papicha, qui est un film sur l'Algérie. Ouais. Et le second, c'est un film dont le titre assume complètement, même si le sujet n'a rien à voir avec vous. C'est un film qui s'appelle « Mais vous êtes fous ». C'est 2 films d'auteur français. C'est 2 films superbes qui n'ont rien à voir avec le hip-hop. Qu'est-ce que ça t'a fait, toi ? En fait, je me suis posé des questions, en fait. Et c'est là où je me suis rendu compte, 30 ans après, même si j'avais déjà un peu compris ou des références, je me suis rendu compte que vous êtes fous, en fait. C'était pas que hip-hop. En fait, c'était pas que rap et c'était pas qu'un phénomène musical. Il a été plus loin, il a été jusqu'à rentrer dans les mœurs des gens. Et aujourd'hui, quand je reçois des messages pour être invité à l'avant-première de « Mais vous êtes fous » ou de Papicha, que j'arrive, que je vois ces films et que je vois la manière dont ils ont utilisé, je comprends le message, en fait. C'est vrai que, en parlant de Jacques Martin tout à l'heure, je pense quand on est rentré dans les foyers, à part la télévision, je pense qu'on a permis à tous les jeunes de cette époque-là d'extérioriser ce qu'ils avaient envie de dire et ce qu'ils avaient envie d'être. Donc ça a été une porte ouverte pour tout le monde, pour toutes les couches sociales, toutes les couches musicales, tous les métiers. Et du coup, on s'est retrouvés dans toutes les maisons, mais même pour ceux qui n'avaient pas envie d'écouter du rap. Et quand j'ai regardé Papicha, par exemple, quand j'ai vu la scène, j'ai compris un message que beaucoup, quand j'allais dans les banlieues, surtout en France, et souvent des jeunes me disaient, tu sais, moi je mettais la musique à fond, et surtout chez les filles, je mettais la musique à fond dans ma chambre, je dansais, et j'avais ma mère ou mon père qui montait, qui me fracassait. Et j'ai retrouvé cette scène dans Papicha, ils ont réussi à la mettre en scène, et du coup j'ai compris l'importance. Et donc, ma fierté aujourd'hui, c'est pas de dire, ouais, je suis le premier dans le rap et tout ça, non, ça je m'en fiche, il est passé. Là où il y a un truc qu'on me volera pas, c'est que je pense que, au-delà d'être le premier, je pense que c'est un des seuls morceaux qui est rentré, en tout cas pour la génération des années 90, pour ceux qui viennent d'être nés ou ceux qui ont 10 ans. Je pense que je suis rentré dans leur vie, en fait. Vous avez été les premiers rappeurs belges. Aujourd'hui, le rap belge est partout. Vous avez été les premiers à faire des références au manga et à la pop culture, parce que dans vos premiers morceaux, vous samplez des dessins animés japonais qui sont Capitaine Flamme et Goldorak. Tout à fait, ouais. Aujourd'hui, il n'y a pas un album de rap qui sorte sans qu'il y ait un morceau sur un manga. Vous avez été les premiers à mettre en avant les sneakers, et les sneakers qu'on voit sur vos pochettes, qu'on voit sur vos clips, qu'on voit dans vos concerts. C'est les sneakers qui sont réédités maintenant. Vous avez été les premiers à utiliser de la musique électro dans vos clips. Et je voudrais faire juste un petit parallèle. On va regarder un clip de vous qui s'appelle « Do You Speak Martien ». Et maintenant, on va regarder un clip de Jul qui s'appelle « On m'appelle l'OVNI ». Je suis loin de tout. Quand il parle de moi, il me casse les couilles. Je suis dans l'air. On m'appelle l'OVNI. Je suis dans l'air. On m'appelle l'OVNI. Je cours après le temps, je suis loin de tout. Après ce parallèle troublant entre Jul et Dédiké, notamment au niveau capillaire. Avec une différence, je veux dire, il y a quand même un passage scratch de Dédiké qui reste une anthologie. Je veux dire, même si on s'est permis de faire des morceaux commerciaux ou même fun, on a toujours mis un point d'honneur de le faire avec tout ce qui était en rapport avec le hip-hop. Dédiké est un grand artiste, il le prouve encore aujourd'hui, c'est un des meilleurs DJ. C'était pas un fake. Ouais. Ce qu'il a fait, il l'a fait en 89. Sur nos albums, il y a des scratchs, mais d'une tuerie. C'est incroyable. Voilà.
Mais on a fait le taf. Et ce que je voulais te remercier, c'est tu mets les points là où tous les autres historiens du rap ont chaque fois vous fermez les yeux volontairement. Et là, toi, tu as mis le point dessus, c'est que tu as compris que dans nos pochettes, dans notre image, dans nos sons, dans notre façon d'être, il y a chaque fois un message et une trace qui fait qu'aujourd'hui, personne ne peut nier qu'on était hip-hop. On était peut-être 50% commerciaux, on était 50% hip-hop, mais on était 100% authentique. Et ça, c'est un message. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vous avez une rime culte qui est... Et dans 10 ans, on dira encore que Benny B est vraiment trop fort. Les 30 ans plus tard, Ouais. je peux dire que vous étiez vraiment trop fort. Ouais, merci, c'est Benny. gentil. Après, c'est un ego trip, mais je pense que voilà. Mais en tout cas, merci à tout le monde, merci aux fans qui me suivent et merci à tous ceux qui me respectent. Let's go. Walk it like I talk it. 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 Hey.